Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Julie, infirmière référente en réanimation à la clinique Claude Bernard à Metz. Bonjour. Qui va nous accompagner aujourd'hui pour faire une vidéo en immersion dans son service de réanimation pour découvrir le métier d'infirmier dans ce service très particulier. On parlera un peu du recrutement de patients qui est un peu unique encore une fois dans cette réanimation plutôt à visée chirurgicale. C'est parti. Et on vous le dit, c'est la 7e fois qu'on fait la prise de cette introduction. Qu'est-ce qu'on trouve dans une chambre de réanimation? Dis-nous tout. Alors du coup, dans la chambre de réanimation, elles sont toutes équipées de la même façon. On va y retrouver un scope, un respirateur, Ouais. le chariot de soins. Ok. Vous avez tout le matos directement dans la chambre, quoi. Exactement. Alors à part les solutés, on a dedans de quoi préparer les perfusions. Après, je peux ouvrir des tiroirs. Bon, allez, on peut ouvrir les tiroirs. Montre-nous un peu le matériel que tu as. De quoi préparer les perfusions, les compresses, de quoi faire des pansements. Et puis, on y stocke en fait les traitements perso du patient, les dossiers administratifs, tout reste dans le box et dans la chambre du coup. Ok. Du coup, quand on check un box, on va toujours vérifier que tout est fonctionnel. Le scope qui soit fonctionnel, qu'on y ait tous les câbles, le câble pour le monitorage, pour la pression artérielle. Le respirateur, on va vérifier que pareil, il est allumé, que la terre soit fait, qu'on y a placé les filtres et que tout soit à disposition pour l'admission du patient. Les tests, tu les fais quand tu montes la chambre ou tu le fais en systématique tous les matins, le test? On le fait quand on remonte le box. Une fois que le patient est sorti, on rééquipe directement l'intégralité du box, on check le respi, on fait les tests à ce moment-là. Ok, donc là en fait on est prêt à ventiler un patient, on a juste appuyé sur un bouton et paf, on peut ventiler le patient. C'est ça, on règle les paramètres respiratoires et puis on peut l'allumer. Ok. Ensuite, on va checker tout ce qui est aspiration, Ouais. notamment l'aspiration forte pour tout ce qui est aspiration trachéale, aspiration buccale, les aspirations pour les drains thoraciques, des patients qui vont remonter avec les drains thoraciques. Ensuite, le lit, on le remonte et on pourra le voir après, une fois qu'on va descendre au bloc, on va mettre le lit dans le sas et on va l'équiper à ce moment-là de tout le matériel qu'on prend avec au bloc opératoire. C'est bien. On dirait, tu sais, tu vois le même avec les Spider-Man. Bordel. Le rack de poussière. On mettra le même parce qu'il y a des gens qui vont pas avoir la rack. Ouais, c'est ça. Donc, la fameuse rampe de pousse-seringue. Voilà. On voit qu'il y en a quelques-uns quand même. Hein. Okay. Il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y a ils remontent de manière systématique avec certains... Enfin, est-ce qu'il y a des choses assez systématiques qu'on met chez les patients systématiquement, ils vont remonter intubés, donc la sonde d'intubation, la voie centrale, le cathéter artériel, les drains thoraciques ou les redons et une sonde urinaire. Ok, très bien. Et là... Donc en fait, on prépare systématiquement, c'est toujours la même chose, de quoi brancher directement une rampe et une deuxième voie sur les lignes de la voie centrale. D'accord, parce que sur les cathéters centrales, c'est des 3 voies et vous branchez 2 voies en systématique. C'est ça. Ok. Ils ont des catécholamines, je suppose, en remontant des fois les patients? Ça arrive, oui. D'accord, donc tu as une voie dédiée pour exactement. Les catécholamines. Ok, ça marche, très bien, parfait. C'est quoi le retour de bloc qu'on attend du coup? Alors du coup, le patient qu'on attend, c'est un patient qui se fait opérer de pontage ortho-coronarien. Ok. On va dire le classique des patients qu'on remonte en général en service de réanimation. Donc là, on sait que le patient il va remonter intubé avec la voie centrale, le cathéter artériel, les drains thoraciques. Donc c'est des choses dont on les prépare parce qu'on est sûr que le patient il va remonter avec ces conditionnements en fait. Et c'est du coup des patients qui sont donc des insuffisants coronariens et à qui on doit faire des pontages parce que la pose de stent ne suffit pas. Exactement. Voilà, et du coup on prend... on va prélever soit des artères mammaires, soit les veines saphènes, qu'on va venir, on va venir faire un greffon au niveau de l'aorte sur la coronaire qui est obstruée. Pour justement chanter l'obstruction. Ouais. Et ça, c'est des opérations qui sont très lourdes. Les patients, ils ont le cœur arrêté. Soit en cœur battant. Ouais, soit vous faites sous cœur battant. Avec le cœur arrêté, sous circulation extracorporelle. Ok, mais dans tous les cas, ils ont pas toujours une CEC, du coup, les patients? Pas toujours, non. D'accord. Quand c'est des pontages ortho-coronariens en cœur battant, non. Ok, et donc parfois là, on va jusqu'à suppléer le cœur pendant l'opération parce qu'on va injecter un médicament pour arrêter le cœur. Et du coup, on remplace complètement la circulation. Et du coup, c'est des patients qui ont des drains thoraciques parce que c'est pourvoyeur de saignement, donc on n'a pas envie que le sang il s'écoule dans le thorax. Exactement. Et qu'est-ce qu'il y aura du coup comme surveillance particulière chez ce patient dans les premières heures? Ça va être la surveillance hémodynamique, on va dire, de base, grosse surveillance des saignements et surveillance hémorragique. Donc on va venir traire les drains déjà toutes les heures pour éviter qu'ils se bouchent.
Et en même temps, ça va nous permettre de suivre l'évolution des saignements. Et ensuite, il va y avoir en fait tout le réveil. Donc le patient va se réveiller ici. Donc, il a été endormi forcément sur Vous allez chercher à le réveiller tout de suite ou pas le patient? L'objectif en post-opératoire, c'est de le garder endormi genre 24 heures ou vous le réveillez le plus vite possible? Non, on le réveille dès que c'est possible. Dès que la température corporelle est remontée et stabilisée, on lève les sédations. Et puis ensuite, c'est un petit peu propre à chaque patient. Il y a des patients qui vont avoir des réveils un petit peu plus compliqués, ils vont être un peu agités. Et donc dans ces cas-là, on remet une légère sédation en place pour retarder un petit peu le réveil et qu'il se passe dans de meilleures conditions. Il faut aussi, comme tu disais, qu'ils soient hémodynamiquement stables pour qu'on puisse les réveiller. Exactement. S'ils ont des tensions dans les chaussettes, c'est pas le moment où on va chercher à les extuber. On va venir les réveiller et les extuber. Pareil au niveau des saignements, un patient qui saigne beaucoup, voire on va dire anormalement, c'est pas forcément un patient qu'on va extuber tout de suite, au cas où si derrière il y a une reprise chirurgicale dans les heures qui suivent. Ok. Et les tours, vous les faites tous les combien? Les tours de surveillance, donc on va faire le tour des paramètres vitaux, etc. On les fait tous les combien de temps chez ces patients-là? Sur un retour de bloc immédiat et sur les premières 24 heures, c'est toutes les heures. Ok. Et donc là, le patient va remonter par exemple vers 16 heures. La prescription, elle sera jusqu'à demain matin. Okay. Donc là, ça sera en tour horaire jusqu'à demain matin, jusqu'à la prochaine visite en fait, du médecin. D'accord. Et à ce moment-là, il va décider, selon l'évolution du patient, s'il reconduit cette surveillance toutes les heures ou bien si on élargit à toutes les 2 heures. Ok. Et tu as une quantification des drains toutes les 3 heures ou c'est toutes les heures aussi? Toutes les heures. Toutes les heures, tu fais ta traite des drains? Exactement. Ok. Et voire plus, parce que s'il y a des patients qui saignent, on va les traire toutes les 15 minutes ou même toutes les demi-heures. Comment vous répartissez les patients en fonction de la charge de travail? Parce que là, de ce que tu dis, c'est hyper chronophage, etc. Comment vous répartissez? Je suppose que c'est possible qu'un retour de bloc par infirmier? C'est possible. Après, sur des journées où c'est un petit peu plus compliqué, l'infirmière elle va par exemple faire un retour de bloc le matin et un fin de journée pour éviter d'avoir les 2 retours de bloc en même temps. En général, on essaie quand même de répartir les patients en anticipant un tout petit peu les sorties sur des patients qui vont bien et qui ont la possibilité de sortir de réanimation. On fait une répartition chaque matin pour que ça soit vraiment un bloc pour l'infirmière et pas plus. Oui, c'est ça, pour répartir. Oui, c'est ça. Ok, tu nous présentes un peu le reste du service? Ça va. Allez, c'est parti. Alors du coup, ici, on a toute la partie centrale. Avec, on va y retrouver tout ce qui est... c'est surtout ici qu'on va faire toute la préparation des thérapeutiques. Ok. Avec les armoires à pharmacie à soluté, on stocke aussi du matériel pour les pansements. On y retrouve les 2 chariots d'urgence au milieu du central. Okay, du coup, classique des fibrillateurs. Je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, mais c'est ouvert et du coup, du central, on a la visu sur l'intégralité des box. Ouais, et avec le retour des scopes aussi. Avec le retour des scopes, exactement. Juste ici. Ok, donc vous pouvez être tout en centrale, ça c'est pratique. C'est ça. La forme open space. Ok, très bien. Alors du coup ici on retrouve la réserve. Ok. On a également un stock de soluté, tout le matériel. On y stocke certaines machines comme les dialyses, les contre-pulsions, des respi qu'on a en backup, des optiflots. Et on a une petite particularité, c'est qu'on a un dépôt de sang dans la réserve. Le fameux dépôt de sang dont j'ai entendu parler. Et oui, parce que vous n'avez pas d'établissement français du sang directement ici, donc vous êtes habilité à gérer du sang, pardon. Exactement. Donc voilà le dépôt de sang qui est très petit, mais qui nous sert plutôt petite bien. Surface, toujours si on est... je vais pas acheter cet appartement, il est petit quand même. Ok, quoique un studio parisien. Bon. Ok, voilà. Et donc du coup, toi tu es formé du coup pour... C'est quoi votre formation que vous avez par rapport au dépôt de sang du coup? Alors on a une référente hémovigilance sur l'établissement qui nous forme à notre arrivée. Alors d'abord on a une formation sur juste tout ce qui est transfusion, gestion des dossiers informatiques. Et ensuite, elle nous fait une formation en amont, un petit peu plus tard, sur la gestion du dépôt de sang, parce que du coup, il y a toute une traçabilité et informatique et papier. Oui, parce que là, du coup, tu peux vraiment aller piocher en cas de transfusion. C'est ça. Tu peux aller prendre directement du sang. Vous avez quoi comme groupe? Vous avez tous les groupes ou que du O négatif ou positif? On a du O positif, du O négatif et du plasma lyophilisé. Ah, vous avez du... Ok. Très bien. Le bloc vient se servir là aussi en cas de besoin, du coup, sur les... Exactement. C'est le bloc. En fait, le bloc appelle directement au service de réanimation. Donc, il demande j'ai besoin de 2 poches de O+. Ouais. Et à ce moment-là, c'est les infirmières d'ici qui font la traçabilité de la sortie de la poche. Ouais. Un des aides-soignants du service qui va descendre déposer directement la poche au bloc opératoire. Okay. Et ensuite, tout ce qui reste
traçabilité de l'administration de la poche, on va dire que ça, c'est donc ça, bien évidemment à la charge plus de la responsabilité de la réanimation. Au final, c'est vous qui gérez le dépôt de sang, quoi. Exactement. Ok. Ça, c'est la particularité des établissements, donc ils n'ont pas d'établissement français du sang parce que petite structure. Mais vous, du coup, dans la clinique Claude Bernard, vous avez une grosse activité cardiovasculaire et cardiaque. C'est ça. Donc ça saigne, en fait. Hein, exactement. Ça, ok. Trop bien. Et à côté, on a une référente. Oui. Une des infirmières du service qui est référente dépôt de sang également, qui a suivi une formation encore en supplément cette année d'ailleurs. Voilà, on a fait le tour de cette... Ah, vous avez c'est quoi, c'est des fibroscopes ça? Exactement. Ok, très bien. Très intéressant à filmer, ça fait de belles images. Attention derrière toi. Hop, tu peux t'arrêter. Ensuite, on peut monter le SAS. Ouais, carrément. Donc ça c'est. Mais alors du coup, c'est pas là où se font les transferts. Tu dis que les retours de bloc, c'est pas ici, mais c'est si vous avez des SAMU que vous faites. Exactement. Vous faites quoi comme transfert ici? Alors en fait, ici, on va venir faire les transferts. Par exemple, d'un patient qu'on va récupérer d'un autre service, une urgence vitale qu'on va récupérer. On va faire le transfert ici, donc on va placer notre lit et le lit dans lequel il était dans le service conventionnel. Ça nous permet aussi, quand tous nos box sont occupés, de pouvoir déjà admettre le patient et de le conditionner, donc de lui poser la voie centrale ici, de l'équiper. D'accord, on fait ça également. Ici. Le temps que on arrive un petit peu à décanter et voilà, pour temporiser. Pareil, tous les matins, il y a un check de tous les équipements de... Ouais, donc vous avez 2 monales, dis donc. Vous êtes riche. 2 monales, 2 sacs de transport. Ok, et il y a quoi dedans? Qui sont un petit peu des chariots d'urgence miniatures, avec on va y retrouver à l'intérieur certaines drogues, de quoi intuber, de quoi perfuser. Ok. Et ça c'est pour quoi? C'est pour aller dans les services ou non? Alors souvent ça c'est quand on descend le bloc opérateur déjà, on le prend systématiquement avec. Au cas où. Et avec un bavu du coup? Avec un bavu. Ok. Toi, tu es infirmière référente. C'est quoi un peu ton rôle dans le service? Alors mon rôle ça va plus être d'assurer le parcours de professionnalisation des nouveaux arrivants, collaboration avec du coup Joanne, le responsable. Qu'on a vu apparaître, qu'on va voir apparaître, qu'on va voir aussi très souvent apparaître. On a mis en place tout un processus en fait sur la période de doublure. Donc quand le personnel il arrive, ils sont normalement doublés pendant 8 semaines. Trop chouette, 2 mois complets du coup quasiment. Oui. Exactement, et moi mon rôle ça va être un petit peu de les accompagner sur toute cette période de doublure et notamment de les sortir du service pour revoir avec eux certains aspects théoriques ou même pratiques pour éviter en fait qu'ils soient dans le service et qu'ils soient interrompus par des sonneries. Permet vraiment en fait de les sortir et qu'ils soient vraiment concentrés que sur ces apports-là et qu'ils ne soient pas en fait un petit peu la tête ailleurs et surtout dans leurs tâches quotidiennes. Ok, donc vous essayez vraiment de sacraliser cet encadrement. Bon, on va recommencer 10 fois la partie là. Vous essayez vraiment de sacraliser cette période de formation dans le... Ok. Alors ce patient, du coup, il s'est fait opérer de pontage orthocoronarien avec des suites opératoires un peu plus compliquées. Le patient, on l'avait extubé et on l'a réintubé quelques temps plus tard sur une détresse respiratoire. Mise en place d'une dialyse sur une insuffisance rénale aiguë. Et là, du coup, les différents médicaments qu'il a. Donc là, on a un patient qui est sous support hémodynamique, donc noradré, dobutamine, un anticoagulant, de l'insuline et un antiarythmique. Et ça, du coup, c'est des patients plutôt lourds de réanimation qui demandent beaucoup de surveillance, etc. C'est ça. Okay. Donc, par le fait qu'il y a déjà les catécholamines, la dialyse, ça reste un patient qui est un petit peu plus lourd de prise en charge. Et là, du coup, donc, on a un patient qui a donc, un cathéter artériel, donc avec la courbe rouge qu'on voit. Et du coup, c'est une pression invasive continue, donc on a une surveillance continue de la pression artérielle via du coup son cathéter. Vous les posez où en général les cathéters? Radial. Donc radial. Ok. Donc là, il a effectivement un petit cathéter dans le poignet qui permet de monitorer en continu sa pression artérielle. Et il a bien évidemment les différents autres paramètres comme la fréquence cardiaque, etc. Putain, c'est beau, ils sont beaux vos pouces seringues. Donc de l'héparine, donc on a dit pour anticoaguler, de l'insuline parce qu'il est diabétique de base le patient, il fait le... C'est ça. Le classique. Et puis en plus de ça, on a de l'alimentation. Oui, en plus. De l'alimentation entérale en place. Ok. Donc, la noradrénaline plutôt pour la vasoconstriction, alpha 1. On fait des petits coups en même temps. Et la dobutamine du coup pour la contractilité cardiaque et augmenter plutôt les FEVG.
Est-ce que tu as fini le petit tour de la réanimation? Est-ce qu'il y a d'autres choses à nous montrer? Non, c'est terminé. C'est terminé, d'accord. Et si tu dois décrire justement quand la journée type d'un infirmier, tu dis qu'il y a plus d'activité le matin, là on tourne l'après-midi. C'est quoi en gros une journée type Alors ça va être très aléatoire en fonction des journées bien évidemment. Une journée type, le matin, ils arrivent et ils prennent en charge leurs patients. Alors ils font quand même tout ce qui est vérification du chariot d'urgence, du défibrillateur, des respirateurs de transport. Ensuite, ils vont commencer leur journée par vérification, check-up de leur box, des équipements de leurs patients, les toilettes. Okay. Ensuite, ça va être, les toilettes, elles sont faites le matin, elles ne sont pas faites la nuit du coup? Non. Alors, elles sont faites la nuit sur les patients qui sont sédatés et intubés. Okay. On ne réveille pas de patients la nuit pour leur faire une toilette. Okay. Ensuite, il y a la visite du médecin qui se cale dans cette première partie de matinée. Sur la deuxième partie de matinée, il va y avoir tous les soins, l'ablation des drains thoraciques, les pansements, les nouveaux fauteuils. Okay. Et à partir de fin de matinée, on va déjà avoir les premiers blocs du matin. Et sur l'après-midi, ça va être plutôt des soins de nursing pour les patients intubés, sédatés, pour les patients qu'on ne lève pas forcément. Oui. Du coup, les blocs de l'après-midi qui remonteront plus fin de journée. Dans tout ça, on accueille aussi bien évidemment les urgences internes. On fait de la réanimation chirurgicale, mais pas que. Enfin, il y a quand même un petit pourcentage de patients. Oui, vous avez des places. S'il y a un patient qui va mal aux urgences, vous avez une place pour eux, bien sûr. Exactement. Ou bien même ailleurs sur la clinique. Maternité, etc. Un patient qui se dégrade. Ok. Dis donc, monsieur, on vous voit beaucoup apparaître dans la vidéo, mais on ne sait toujours pas qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Johan Wagner, je suis le responsable du service de réanimation et du service des urgences à Clinique Claude Bernard. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus les avantages? Qu'est-ce qui fait la particularité des infirmiers de réanimation et pourquoi travailler en réanimation, tout simplement? Alors, en soi, je dirais que sur la partie réanimation, le plus intéressant pour les infirmiers, ça va être le développement cognitif, parce qu'on a des infirmiers qui sont hyper spécialisés, autant sur les soins techniques que sur les pathos qu'on prend en charge. On a des gens qui vont vraiment très très loin dans les connaissances, on a des gens qui sur la fin des parcours de professionnalisation accompagnés par l'infirmière référente vont vraiment avoir un socle de compétences qui est hyper solide, hyper complet et une maîtrise de l'environnement de travail qui est très poussée. Ok. Voilà. Et du coup, l'avantage d'avoir des infirmiers référents? Indéniable. C'est un avantage? T'as entendu, c'est indéniable. C'est plus qu'un avantage, je pense que c'est indispensable. Le socle de compétences à acquérir est tellement large et en même temps poussé à la fin qu'il faut absolument, pour la sécurité et des soignants et des patients, avoir quelqu'un qui est en capacité d'accompagner sur ce parcours-là, de sécuriser la montée en compétences et de pouvoir identifier au plus proche et au plus rapidement tout ce qui est besoin, axe d'amélioration, etc. Et pédagogiquement, c'est vraiment la meilleure chose qu'on ait à proposer. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si le métier d'infirmier en réanimation vous plaît ou peut plaire à quelqu'un de votre entourage. Merci beaucoup Julie pour ton accueil. Merci à toi. Pour tes explications sur cette réanimation chirurgicale et sur le rôle de l'infirmier en réanimation. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, il est temps de le faire. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire aussi. Et nous on vous dit à la prochaine. Salut. I'm in a big house.